À 20 ans, Kenji a un job, promener les touristes dans les coins les plus chauds de Tokyo. Il connaît tout de Kabukicho et il sait comment divertir ses clients. Un jour, le héros de Miso Soup, un roman de Ryo Murakami, doit jouer durant 3 nuits les guides pour Frank, un Américain de passage. Peu à peu, le doute s'installe, ce client ne semble pas comme les autres. Kenji délire-t-il? Et Frank est-il en réalité un dangereux psychopathe bien décidé de profiter à sa manière de son séjour au Japon? À peine plus âgée que Kenji, Emily trouve un job dans une chocolaterie parisienne. Peu de temps après son arrivée, Mélissa, une nouvelle employée, est embauchée. Très vite, les deux jeunes femmes se lient d'amitié. Vous écoutez Transfert épisode 229, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Je commence à travailler à la chocolaterie-confiserie en mars 2022. J'ai été très rapidement embauchée même. C'est un travail qui me plaît beaucoup au début. C'est un bon cadre, l'équipe est sympa, je m'entends bien avec mes collègues, notamment avec un collègue qui s'appelle Marc, avec qui je développe un peu une complicité au début de mon travail là-bas. Au quotidien, c'est une mission de vente assez simple, accueillir les clients, les encaisser, faire des réassorts dans les rayons. Donc je me dis que je peux me plaire là-bas et que je pourrais rester longtemps. Bonne entente avec l'équipe, bon travail, je me plais. Au bout de quelques semaines, donc il y a une nouvelle recrue, qui arrive dans la boutique, qui s'appelle, Mélissa et très vite, je me fais, copine avec elle. En fait, c'est la seule fille, de mon âge dans l'équipe. On est à peu près sur la même longueur d'onde. Donc très vite, je vois qu'on est hyper différentes. On est carrément aux antipodes, l'une de l'autre. On n'est pas du tout dans le même milieu, on n'a pas du tout les mêmes, principes, les mêmes idées, on fait pas les mêmes choses, on sort pas du tout aux mêmes endroits, on n'a pas la même conception d'énormément de choses. Mais bizarrement, on se rapproche quand même, on se trouve des terrains d'entente et je commence à développer une affection pour elle, amicale, assez forte. On s'autorise des choses entre nous, on se fait confiance. Par exemple, normalement, on n'a pas de pause, cigarette, de 5 minutes dans la journée. Moi, elle me demandait quand on était toutes les 2 d'y aller et je la laissais et je lui disais: «Oui, vas-y» et ça, on faisait ça qu'entre nous et on était beaucoup plus libres et beaucoup plus tranquilles ensemble, en fait. On se voit souvent en dehors, elle vient chez moi après le travail, on prend l'apéro, elle m'emmène en virée en voiture, on va faire les magasins ensemble. Ouais, on traîne pas mal ensemble. Très vite, on s'envoie des messages, rapidement. C'est elle qui me contacte souvent. Elle me demande de mes nouvelles, si je lui envoie pas de message, elle le prend presque mal en se disant que je m'en fiche d'elle et en fait, je suis contente parce que c'est bien de recevoir une amitié comme ça. Donc ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur et ouais, ça m'attendrit. Je la sens très protectrice avec moi, donc elle va vouloir prendre ma défense auprès de mes autres collègues sans que je lui demande rien. Par exemple, un jour, Marc décide de faire la caisse, c'est à moi de la faire normalement et moi je dis rien, je m'en fiche un petit peu, je laisse passer et quand je suis pas là, Mélissa profite de mon absence pour en toucher un mot à Marc alors que bon, ça fait seulement, 2 jours qu'elle est là et elle lui dit, «Pourquoi c'est toi qui fais la caisse?» Ça me touche parce que je me dis: «Elle est protectrice avec moi». C'est agréable, mais en même temps je me dis: «Bah, je t'ai rien demandé, pourquoi tu vas te mêler de ça et pourquoi tu en parles?» comme si je m'en plaignais, quoi. Plusieurs jours après, ils se parlent pas, ils se disent même pas bonjour quand ils se voient, donc une ambiance très, très tendue. Quelques jours plus tard, ils se croisent, ils rebondissent sur un truc sur lequel ils n'étaient pas d'accord et ils commencent à s'engueuler et Mélissa commence à insulter, Marc, mais de façon vraiment virulente, menaçante presque, enfin carrément menaçante même. Elle lui dit qu'elle va lui ramener ses frères, elle l'insulte de tous les noms. Elle pète un câble, quoi et moi je suis pas là à ce moment-là. C'est quand j'arrive après au travail, quand je commence ma journée un peu plus tard, qu'elle me le dit et à ce moment-là je me dis: «Waouh, c'est quoi cette fille?» et en même temps, je m'empêche un peu de le penser vraiment parce que c'est mon amie, parce que je suis attachée à elle à ce moment-là, je la fréquente en dehors du travail et je sais qu'elle a confiance en moi et qu'elle m'aime beaucoup aussi. Donc j'ai pas envie de penser du mal d'elle. La responsable de la boutique vient un jour, à la boutique, contrôler que tout va bien et cetera et elle en profite pour me demander donc à moi et mes collègues si, Mélissa se débrouille bien, si ça se passe bien avec elle, et cetera
Et là, un de mes collègues lui dit, à la responsable: «Ben, moi je trouve qu'elle travaille trop vite, il y a plein de trucs qu'elle fait pas très bien, je trouve qu'elle s'en sort pas très bien». Et je me dis: «C'est pas super cool, on dit pas ça à la responsable, même s'il le pense, bon voilà, vaut mieux lui dire à elle en privé plutôt qu'à la responsable». Et du coup, je m'empresse de prendre sa défense et d'intervenir et de dire: «Moi je trouve qu'elle travaille très bien, elle se débrouille très bien avec à la caisse, ça se voit qu'elle a de l'expérience et cetera». Pour des, missions simples qu'on effectue ensemble, je vais pas être d'accord avec elle, mais j'ose pas forcément le dire parce que tout simplement, je vois qu'elle a un caractère, un sacré tempérament et je préfère pas, entrer en conflit avec elle, surtout quand je vois, comment c'est quand, elle entre en conflit avec quelqu'un, donc après sa dispute avec Marc. Et même là, je suis pas d'accord avec elle, mais j'ose pas lui dire parce que tout simplement, je préfère, entre guillemets, «être dans ses bonnes grâces» et qu'avec moi, elle ait pas de problème. C'est surtout que j'ai de l'affection pour elle. Je suis très heureuse que Mélissa soit dans l'entreprise, mais c'est vrai que, mine de rien, l'ambiance se dégrade, complètement. Il y a des frictions, des conflits entre tout le monde. Ça crée un climat vraiment anxiogène. Depuis son conflit avec Marc, c'est vrai qu'entre Marc et moi, c'est très froid, on se parle quasiment plus, on se dit plus bonjour, alors qu'on s'entendait très bien jusque-là. Malgré moi, avec elle, je me lie contre le reste de l'équipe et c'est à partir de ce moment-là que je me sens, pas du tout bien dans la boutique, que je me sens pas à ma place alors qu'initialement, je me sens très bien, je m'entends bien avec mes collègues. J'essaie de reprendre, un peu d'anxiolytiques du coup, à hauteur de 2 par jour quand je vais travailler parce que ça m'angoisse et parce que l'ambiance est très pesante. Ça fait 2 semaines que Mélissa est dans l'entreprise. On est fin mars. Elle est en conflit avec, Marc et moi aussi maintenant, parce qu'on s'est, plus ou moins toutes les 2 liguées contre lui. Et du coup, Marc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va éviter Mélissa à tout prix. Il change ses horaires pour, partir 5 minutes avant qu'elle arrive. Un dimanche soir, on doit fermer tous les 3, Marc, Mélissa et moi. Et Marc, s'est arrangé en fait, pour, finir plus tôt et partir avant qu'elle n'arrive. Mélissa, quand, elle apprend que Marc a changé ses horaires, qu'elle voit qu'il fait tout pour l'éviter et qu'ils se croisent plus, elle rigole carrément. Elle dit, «Ha ha, il a peur de moi, je lui fais peur, le gars il a 30 ans, il a peur d'une fille de 21 ans». Enfin, elle jubile quoi, clairement elle est contente, elle a un peu l'impression d'avoir gagné, je pense. Donc ce dimanche soir, on se retrouve finalement toutes les 2 au lieu d'être à 3 avec Marc. C'est une fermeture donc à la cool. Et Mélissa, ce soir-là, elle me dit, «Viens, on ferme maintenant, on ferme 5 minutes plus tôt». À 20h25 alors que normalement la fermeture c'est à 20h30. Je sais qu'en acceptant ça, je prends un risque, que c'est abusé, que je devrais pas le faire, mais encore une fois, j'ose rien dire. Donc on ferme, je commence à faire la caisse de mon côté et elle, elle commence à, passer à la serpillière du côté de l'arrière-boutique. 2-3 minutes passent et très vite, on entend, un toc à la porte. Moi, je laisse passer, c'est pas la première fois que j'entends des fois les gens quand ils passent, ils toquent à la vitre, donc voilà, je me dis: «C'est juste quelqu'un dans la rue». Donc je réponds pas et là, il y a un autre toc à la porte par lesquels les employés rentrent et sortent, pas par la porte d'entrée du magasin donc à laquelle les clients ont accès. Je dis toujours rien, mais on se regarde et elle me fait, «On va ouvrir, si ça se trouve, c'est un voisin, peut-être quelqu'un a besoin d'un truc ou voilà», bref. Du coup, elle me laisse même pas le temps d'en placer une. Elle se précipite à la porte, elle ouvre et là, il y a 2 mecs habillés en noir, plus ou moins cagoulés, masqués, qui débarquent et qui l'attrapent et ils commencent à me crier dessus en me disant, «Ouvre le coffre, on va faire une dinguerie» et elle, Mélissa, elle commence à dire: c'est une blague ou quoi? C'est une blague là?» Et moi je dis rien, alors je pense qu'avec mes anxiolytiques, je suis un petit peu déphasée. Je suis, très calme, trop calme. Donc les gars mettent le couteau sous la gorge de Mélissa et le coffre est déjà ouvert. Donc je leur dis, «Ben prenez, c'est ouvert». Donc très vite, ils prennent, presque l'intégralité du coffre. Ils quittent la boutique en courant comme ils sont rentrés, en passant donc par la même porte par laquelle ils sont rentrés, la porte, de derrière qui donne sur une rue déserte. Ils ont quitté la boutique, silence, on s'assoit, on se regarde et je rigole parce que je me dis: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas possible». C'est le choc et en même temps, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est pas réel. Mélissa, elle, elle rigole pas du tout. Elle fait que répéter: «On n'est pas en sécurité ici, moi je me barre». Elle me dit: «Non, on fait même pas le ménage, on laisse tout en plan, on s'en va, je veux pas rester une minute de plus ici». Donc je me dis qu'elle est plus traumatisée que moi, que ça a été plus violent pour elle. Donc on quitte la boutique et là, on se dit: «Bah, faut qu'on appelle notre chef». C'est un peu logique que ce soit moi qui parle à ma chef parce que,
Je suis là depuis beaucoup plus longtemps dans l'entreprise, elle me connaît, enfin depuis plus longtemps que Mélissa, elle me connaît mieux. Donc je passe un coup de fil à ma chef, je lui raconte tout ça, elle me dit: «D'accord, faut appeler les policiers. Ensuite vous les attendez devant la boutique et vous verrez ce qu'ils vous disent» et cetera. Après l'appel avec ma chef et après avoir appelé les policiers, on les attend du coup, dans la rue à côté de notre travail. On s'allume une cigarette, bon moi le ça redescend et je commence à me sentir un peu sonnée et un peu choquée. Je tremble un peu, j'envoie un message à mes parents et Mélissa, je la trouve quand même étonnamment vachement détendue pour une personne qui vient de se prendre un couteau sous la gorge. Elle s'assoit sur un scooter en position, plage quoi, genre tranquille, détente et elle fume sa clope et il y a un gars qui vient lui taxer, un truc dans la rue et elle parle avec lui comme s'il venait pas de se passer, un truc, de ouf quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je comprends pas trop et je me dis: «Bah, bon, chacun sa façon de réagir», je me dis: «Elle est en état de choc et voilà, on réagit pas tous pareil». Donc les policiers arrivent, on réentre dans la boutique, on leur raconte ce qui s'est passé, on répond à leurs questions et cetera et voilà, ça dure, peut-être, une demi-heure. Ensuite, ils partent. Le soir, moi, je revais à la boutique pour accueillir la police scientifique, qui ne trouve rien parce que les gars étaient cagoulés, gantés et ensuite je rentre chez moi ce soir-là et on s'envoie des messages avec Mélissa en se disant, «C'est fou ce qui s'est passé, j'en reviens pas. Je suis trop sous le choc, je me sens pas en sécurité là-bas». Quand elle me dit ça, bah, je comprends, je me dis, «Elle s'est pris un couteau sous la gorge, c'est chaud, je ferais la même chose, je pense» et d'ailleurs même moi, heu, le lendemain, en fait, j'étais en congé et j'en profite pour, contacter mon médecin, lui raconter ce qui s'est passé et avoir un arrêt de travail. Le surlendemain du braquage, je suis appelée au commissariat pour témoigner et Mélissa, je lui demande si elle y va, elle me dit: «Non, ça sert à rien». Donc je suis arrêtée pendant une semaine, ensuite je renouvelle mon arrêt, donc au total, je suis pas là pendant 2 semaines et entre-temps, Mélissa me dit qu'elle s'est fait renvoyer par message et je lui demande: «Ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» et elle me dit: «Bah, j'ai eu un mail, ils expliquent pas pourquoi, mais ils me gardent pas, ma période d'essai est interrompue». Donc tout de suite, je me dis: «Bah, c'est par rapport à son conflit avec Marc, qui a été quand même vachement violent et elle a été abusive». Donc je me dis: «C'est normal, c'est pour ça qu'elle se fait virer». Quand même, c'est dur parce qu'il vient juste de se passer un braquage, elle est traumatisée, il la vire juste après, la pauvre quoi. J'ai de la peine pour elle. Pendant mon arrêt, j'en profite pour, appeler ma chef et lui dire que je veux démissionner, que je veux quitter l'entreprise parce que, ben, depuis quelques semaines, je me sentais plus du tout bien là-bas avec tout ce climat, anxiogène. Quand je reprends mon travail, on est mi-juin, donc j'ai plus que 2 semaines dans l'entreprise. Mélissa n'est plus là, du coup, à mon retour. À la fois, ça me fait bizarre que Mélissa soit plus là, parce que c'était en fait enfin, c'était mon alliée clairement et en même temps, c'est pas plus mal au fond parce que je me dis, si on avait continué de travailler ensemble longtemps, il y aurait eu des moments où on aurait eu des désaccords. Moi, j'aurais transgressé toujours plus de règles pour lui faire plaisir parce que j'osais pas lui dire non et je me dis finalement, c'est pas plus mal qu'on soit amis en dehors et pas collègues. On s'envoie des messages régulièrement, on continue de se voir. Je lui raconte, ce qui se passe dans la boutique, je la tiens au courant de tout. On reste en très bons termes. On reparle à peine du braquage, à part un moment pendant un apéro où, on va se dire, «Ah ouais, quand même, c'est facile finalement de braquer cette boutique, on aurait dû y penser plus tôt». Et elle me fait: «Ouais, on aurait carrément dû y penser plus tôt. Les gars là, avec leurs 7 000 balles, ils doivent se mettre bien». En dehors de ça, c'est vrai qu'on n'en reparle pas du tout. On passe quand même près de 2 semaines sans se voir. Enfin, c'est comme si presque il s'était rien passé. Donc un soir, j'organise un apéro chez moi avec, mes meilleurs amis et je lui dis de se joindre à nous et ce soir-là, j'invite aussi une nouvelle collègue donc que je viens de rencontrer à la boutique et avec qui je m'entends bien. Et ce soir, c'est vrai qu'elle a un comportement, particulier parce que, ça la dérange en fait de me voir, faire ami-ami avec une nouvelle collègue. Elle me dit: «Ouais, mes copines, je les partage pas. C'est la dernière fois qu'elle vient chez toi», des trucs comme ça. Et en même temps, je me dis, «C'est pas possible», elle rigole et je le prends bien parce que je me dis: «Bah, c'est mignon, mais ça veut rien dire, elle le pense pas». Et moi, mes amis, ils remarquent quand même ce comportement, ils me disent: C'est bizarre quand même, elle est vachement possessive, vachement jalouse, bizarre». Début juillet, je rentre un peu chez mes parents, pour les vacances et j'envoie un message à
à Mélissa, on parle, je lui dis que je suis pas là et elle me demande, si elle peut en profiter pour, clairement pour venir squatter, dans mon appart, quoi. Je lui dis: «Bah, ouais, qu'est-ce qui se passe?» Et elle me dit: «Bah, écoute, je t'en ai pas parlé, mais j'ai des problèmes avec ma mère en ce moment, on s'engueule beaucoup et là, je veux pas, rester chez moi». Je lui dis: «Mais elle t'a virée? Je m'inquiète, et elle me dit: «Non, c'est juste que c'est moi qui veux pas rester là-bas». Même si on est proches et que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça me dérange un peu quelque part au fond de moi de laisser mon appart comme ça, de laisser la clé à quelqu'un que je connais depuis si peu de temps. Mais en même temps, je me dis: «C'est mon amie, je peux lui faire confiance, on se fait confiance, elle a besoin d'être dépannée donc je vais pas la laisser, je l'aide quoi, bien sûr». Elle reste chez moi pendant quelques jours et quand je reviens, mon appart est nickel, j'ai rien à dire, à part quelques trous de clopes qu'elle m'a fait un peu partout. Mais je me dis: «Bon, si c'est que ça, c'est pas grave». On continue de se parler, on reste en contact et des fois quand je la vois, je lui demande: «Bah, tiens, mais qu'est-ce qui s'était passé avec ta mère?» Parce qu'elle m'a rien expliqué du tout finalement, elle ne m'a pas, dit clairement ce qui s'était passé et elle reste toujours très vague, «Oh, tu sais, des engueulades, c'est comme ça et tout», mais elle me dit jamais de quoi il en retourne vraiment, quoi. Quelques semaines plus tard, je quitte à nouveau Paris pour me rendre à un festival, elle sait que je pars et elle me demande, «Est-ce que je peux, revenir garder ton appart?» «Non, mais pour m'assurer que tout va bien». Et elle me dit: «Bon, OK, honnêtement, j'aime bien ta petite terrasse, que tu as aménagée, j'aime bien aller traîner là-bas». Je me dis: «Bon, elle habite chez ses parents, peut-être qu'elle se sent un petit peu bloquée là-bas». Je comprends qu'elle puisse vouloir avoir un petit endroit et moi, c'est ma copine, je vois pas de raison de lui refuser. Même si, là encore, je me dis: «Bon, là, tu es pas dans le besoin». C'est un petit peu abusé, quoi. C'est vrai qu'on se connaît depuis, maintenant, je sais pas, 2 mois. C'est un peu abusé, mais je lui dis: «OK». Donc je suis à mon festival, tranquille et un matin, je me réveille, à 6 heures et j'allume mon portable et je vois un message de ma voisine qu'elle m'a envoyé à 4 heures du matin en me disant, «C'est quoi ce bordel chez toi? Ta copine s'engueule avec son mec, ça réveille tout l'immeuble, c'est vraiment très chiant». Et là, je commence à m'angoisser parce que je me dis, je suis loin de chez moi, ma voisine se plaint, ma voisine avec qui j'entretiens des très bons rapports, et qui se plaint pas pour rien, donc je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe, dans mon appart?» Donc je commence à m'inquiéter et je lui envoie des messages, mais en prenant des pincettes parce que je connais ses réactions. Donc je préfère être gentille et lui dire, «Coucou, ma voisine s'est plainte, elle m'a envoyé un message, qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, fais attention», gentiment. Elle me dit: «Ta voisine est raciste, quand tu fais des apéros à 10 sur ta terrasse, elle dit rien». Donc je me dis: «OK, bon, je la crois pas, mais tant qu'elle a ma clé, tant qu'elle est là-bas, que moi je suis loin, je préfère, ne pas l'énerver et faire comme si, je la croyais complètement et je vais dans son sens». Quand je rentre du festival, je décide d'appeler ma voisine pour savoir, ce qui s'est passé parce que là, elle me renvoie des messages en me disant: «Écoute, si elle reste plus longtemps, moi je vais dormir ailleurs». On s'appelle et là, elle me raconte tout ce qui s'est passé et là, j'en reviens pas, je tombe des nues. Elle me dit, ma voisine, que, elle était complètement bourrée avec son copain alors que déjà, elle m'a même pas parlé d'inviter son copain. Ils s'engueulent hyper fort, il l'enferme sur ma cour, donc dehors, elle tape à la fenêtre pendant 3 heures pour qu'il lui ouvre. Ils s'insultent de tous les noms, enfin, gros bordel. Ma voisine me dit que Mélissa a laissé la fenêtre grande ouverte, donc c'est ma voisine qui a dû aller sur la cour pour, la pousser les battants, que c'est le gros bordel sur ma terrasse ainsi qu'à l'intérieur. Et là, je me sens hyper angoissée, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer pour voir les dégâts en fait, parler avec ma voisine et cetera et la confronter elle et récupérer mon double en fait. Avant que je rentre à Paris, je décide de calmer le jeu avec Mélissa et de lui parler, hyper gentiment par message, de faire comme si j'en avais rien à faire de ce que ma voisine m'avait dit, que je la croyais pas et cetera. Pas parce que c'est mon amie, vraiment parce que, j'ai peur pour mon appart. Je veux juste rentrer et récupérer, ma clé et j'apprends qu'effectivement, elle n'a pas du tout mis ma clé dans la boîte aux lettres, mais qu'elle l'a gardée avec elle. Je rentre chez moi et mon appartement est nickel et je me dis: «OK, bon, elle est revenue entre-temps, elle a fait le ménage, mais vraiment elle m'a tout fait, elle m'a fait mes lessives, elle m'a tout nettoyé de fond en comble». J'ai juste hâte à la voir pour qu'elle me rende mon double et ensuite, c'est fini, je lui parle plus, je lui réponds plus, je veux plus la voir. Donc on se donne rendez-vous, près de chez elle. Quand je la vois, elle est toute douce, toute gentille. J'essaie de tâter un peu le terrain, de parler de ce qui s'est passé, du message de ma voisine et elle me dit: «Oh mais non, on a juste rigolé un peu, on a pris l'apéro et voilà». Je m'étends pas, je dis: «OK». Elle me dit: «Bah, j'ai oublié ton double, je remonte le chercher dans mon appart». Donc là, on remonte dans son appart
et elle me dit, «Attends-moi sur le palier, rentre pas, il y a mon frère et ses potes», voilà. Donc je me dis: «OK, j'attends» et elle me rapporte mon double, avec un paquet de gâteaux en me disant, «Tiens, pour ton goûter, prends ça et tout». Enfin, elle est toute mignonne, je me dis: «OK, bon, je sais plus trop sur quel pied danser». Là, vraiment, je suis complètement perturbée parce que 2 heures avant, je me disais: «Je veux plus la voir». Elle a été hyper irrespectueuse et là, je ressens à nouveau, son amitié envers moi, son affection. Elle est toute mignonne, donc je me dis: «Bon, est-ce que je passerai pas l'éponge, quoi, finalement?» Quand tout ça s'est passé, lors de mon festival, j'avais partagé ça avec mes amis, je leur avais dit ce qui s'était passé et tout le monde m'avait dit: «Mais cette fille-là, ne lui parle plus, elle t'a complètement manqué de respect, c'est n'importe quoi», et après du coup, j'ai presque honte de dire: «Bah, finalement, je lui parle encore, je l'ai revue, ça s'est bien passé» et je leur dis: «Bon écoutez, elle est spéciale, on n'a pas les mêmes façons de faire, de réagir, de se comporter, mais je vois bien que c'est pas une mauvaise personne, qu'elle a une affection sincère envers moi et c'est pareil de mon côté». Donc je me dis, «J'ai pas envie de mettre un terme à cette relation, je passe l'éponge». Un jour, un matin, je lui envoie un message, vocal de 15 secondes où je lui raconte, très vite fait, ce que j'ai fait de ma soirée de la veille et elle le prend mal, elle me répond, sèchement, elle me dit, «Bonjour d'abord», l'air de dire, «Me raconte pas ta vie avant de m'avoir demandé si moi ça va» et cetera. Enfin, elle me le dit clairement après et je lui dis: «Mais pourquoi tu t'énerves pour ça? C'est rien, je comprends pas», elle me dit: «C'est irrespectueux, moi je dis pas ça comme ça, à mes amis, on dirait qu'on a dormi ensemble, c'est pas le cas», enfin, du coup je me dis: «OK», donc ça me refroidit, je me dis: «C'est quand même vachement bizarre et vachement, vachement extrême comme réaction» et ça me fait, doucement rire que enfin, je me dis: «Waouh, le culot quand elle me dit que je suis irrespectueuse» parce qu'elle, elle a fait n'importe quoi quand je lui ai prêté mon appartement. Elle m'a foutu la honte clairement devant mes voisins qui sont pleins. Elle m'a laissé des trous de clopes partout, elle a laissé ma fenêtre ouverte, enfin il y a vraiment beaucoup trop de trucs qui font qu'elle est pas en position de dire un truc pareil, quoi. Donc pendant cette conversation, elle commence à devenir, vraiment agressive, violente dans ses paroles, c'est presque elle m'insulte en fait, elle me dit, «Si on se voit, en vrai, tu vas te pisser dessus», des trucs comme ça et je me dis: «Ah oui d'accord, je sais pas du tout à qui j'ai affaire en fait». Là, je découvre vraiment une nouvelle facette de sa personnalité que finalement, je connaissais déjà, mais pas avec moi, parce que j'avais jamais eu de conflit avec elle. Au cours de cette conversation, elle place dans la discussion que, elle a perdu ses AirPods chez moi, qu'après son passage, chez moi, elle les a pas retrouvés et elle me demande de fouiller pour les retrouver, quoi. Ce que je fais et je retourne mon appart, je déplace des trucs que j'ai jamais déplacés et je les trouve pas ces AirPods, donc je lui dis: «Écoute, je les trouve pas». On continue de se disputer, elle me harcèle de messages, en fait. Ce soir-là, je sors, je veux juste passer une soirée tranquille avec des amis, j'arrive en tremblant presque parce qu'elle m'intimide, parce qu'elle me fait peur et que je reçois des messages hyper anxiogènes, hyper angoissants et au bout d'un moment, la conversation se termine, j'arrive à y mettre fin. Elle m'envoie plus rien, je me dis: «OK». Je me dis: «Bon, c'est fini pour de bon, cette fois, elle a vraiment dépassé les limites». Je la supprime de mes contacts, Instagram et quelques jours plus tard, alors que je me dis: «Bon, ça c'est assez, elle va m'oublier, voilà, c'est fini». Elle me renvoie un message en me disant, «Ah ouais, tu me supprimes et tout». Elle revient à la charge et là, ça recommence, le harcèlement, les insultes, les propos hyper virulents et cetera et je décide de lui dire: «Bon écoute, tu sais quoi? On s'appelle, on se téléphone, comme ça on règle ça une fois pour toutes», en me disant que je vais être hyper calme et prendre des pincettes encore une fois. L'aménager et faire semblant d'être sympa, même si, j'ai envie de l'insulter, quoi. Je la à ce moment-là, je la déteste, quoi et je me dis: «Je vais être hyper calme avec elle parce qu'elle me fait peur et parce que je préfère me protéger d'elle», en me disant: «On met un terme à tout ça une bonne fois pour toutes» et elle me dit: «Non, on se voit en vrai, parle pas par message, j'ai pas le temps». Je dis: «OK» et là, on donne rendez-vous dans un parc. J'ai le stress, je tremble. C'est limite si je demande à mon meilleur ami de m'escorter et de faire semblant de lire un journal dans le parc à côté. J'y vais toute seule, on est, en plein jour dans un lieu public et je m'attends à la voir en furie, à presque, s'avancer vers moi, je sais rien, vouloir peut-être me frapper même, j'en sais rien. Je commence à me faire des films, quoi. Elle est tellement violente par message que je me dis, «À qui j'ai affaire?» et j'arrive et elle est hyper calme. Elle me dit: «Viens, on marche, on va se poser sur un banc» et elle me dit: «Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé?» en me souriant, l'air de dire: «Qu'est-ce que tu m'as fait?» Hyper calme, hyper gentille. Le truc se tasse en 2 minutes, je parle hyper calmement, elle aussi, sauf que moi c'est parce que j'ai peur et elle c'est parce que vraiment, c'est bon, elle est tranquille, sa crise de colère est passée donc voilà. Après elle commence à me raconter sa vie en me disant: «Ouais, qu'est-ce qui s'est passé de beau chez toi? Moi, il s'est passé ça avec mon mec, machin» et je me dis: «Ouh mais on repart dans quoi là? Je vais jamais m'en sortir de je vais jamais me sortir de ces griffes quoi»
Et après, elle commence à me dire, «Viens, on va faire les magasins et tout». Je fais: «OK» et du coup, je la suis tétanisée, on va à H&M et tout et je me dis: «C'est quoi ce dans quoi je suis encore? Je vais jamais pouvoir m'en défaire» et j'essaie de lui faire comprendre quand même: «Bah, écoute, je trouve que tu as été vraiment très, très, très dure, très violente et j'aime pas cette façon d'agir. Je peux pas moi, parler avec des gens comme ça, quoi». Je lui explique quand même que ça a marqué et que, je pas tolérer ça et elle me dit, «Bah, ouais, on est différentes et tout». Je lui dis: «Ouais, c'est clair qu'on est différentes parce que toi, tu trouves que envoyer un vocal sans dire, bonjour, ça va, c'est irrespectueux, alors que à côté de ça, elle me fait 1000 fois pire, que ce soit dans ses propos, quand elle s'adresse à moi, quand elle m'insulte, me menace presque sur le coup de la colère et elle me dit, «Oui, mais c'est parce que je t'aime bien que je fais ça, parce que c'est il y a qu'avec les gens que j'aime que je me comporte comme ça». OK, donc là, je sais même pas quoi dire, je dis: «Oui, mais comprends bien que pour moi, ça va être un peu compliqué, la pilule, elle est pas encore passée». Donc voilà, je traîne avec elle, une vingtaine de minutes et après je lui dis: «Écoute, j'ai un truc à faire, j'y vais», et elle me dit: «OK» et elle me dit: «On se revoit?» Je lui dis: «Ouais, mais attends un peu». Genre, je lui fais comprendre qu'il me faut un petit peu de temps. Je m'attends à voir une fille hyper violente et énervée. La fille, elle est adorable, elle fait avec moi comme si c'était une petite histoire, toute pourrie, de rien du tout et là, je me dis: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la dégager de ma vie pour de bon, quoi?» Et en même temps, oui, elle me fait comprendre que je compte pour elle et là, je commence à me dire, que, bah, en fait, ouais, elle m'aime vraiment bien. Enfin, il y a toujours ce petit côté, complicité et j'ai un petit peu d'affection pour elle donc j'arrive pas trop à lui «résister» entre guillemets. Je vais quand même rigoler avec elle et m'attendrir un peu. Donc je trouve ça mignon quelque part et en même temps, je me dis: «Non, c'est pas une raison, je peux pas non plus accepter n'importe quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas faire n'importe quoi comme ça et t'attendre à ce que tout soit normal après, c'est pas possible». Après ce rendez-vous avec Mélissa, hyper bizarre et surprenant, je me dis, «Bon, heu» je commence à mettre une place, une stratégie dans ma tête pour la rayer de ma vie, sans le faire trop brusquement. Je me dis que je veux plus jamais la voir et en même temps, j'ai pas envie d'être trop cash avec elle, quitte à mentir et à faire semblant de l'apprécier encore un peu. Je me dis, «Tant pis, je me mets en sécurité parce qu'elle me fait peur et parce que je sais pas de quoi elle est capable». On reste en bons termes comme ça, encore, je sais pas, 2 semaines et puis, il y a une nouvelle, tension, enfin, il y a un nouveau conflit qui éclate parce qu'elle m'envoie des messages. Une conversation se finit sur un truc très simple, genre, OK, un truc auquel on répond pas. Donc moi je réponds pas, normal et elle commence à m'insulter, et là je lui dis: «Bon écoute, on arrête, tu parles trop mal, je veux plus te voir» et là, elle se déchaîne complètement. Genre, elle pète un câble, elle commence à m'insulter, à me traiter de tous les noms, à me dire qu'elle va m'attraper, qu'elle va m'apprendre la vie, elle me reproche d'avoir perdu son boulot à cause de moi parce qu'elle m'aurait défendue. Enfin, elle part dans un délire mais bizarre et encore une fois, qui me fait hyper peur et là, alors que pendant qu'on était en bons termes du coup tout ce temps et qu'elle me parlait pas de ses AirPods, elle me ressort son histoire d'AirPods. Elle me dit, «Je t'ai laissé un mois, maintenant c'est mort, tu me les rends et si tu les trouves pas, bah, tu me rembourses» et là, elle me dit: «C'est 300 €». Elle m'envoie une vidéo de sa boîte d'AirPods et tout. Donc moi, en panique, je me réfugie un peu chez mon meilleur ami, on en discute, je suis hyper angoissée, je dors pas, j'en tremble. Pendant des jours, je suis pas bien, j'ose plus sortir de chez moi. Je diminue mes déplacements au maximum. Je passe mes après me terrer sous ma couette, mortifiée, j'ai peur au moindre bruit, je sursaute. Mon ami qui habite à 2 minutes de chez moi me propose d'aller manger chez lui. Je sors de chez moi et je reste bloquée sur le palier. J'ose pas sortir, j'ose pas descendre l'escalier. Je lui demande de venir me chercher, quoi. Enfin, limite, si je laisse les rideaux, fermés toute la journée parce que j'ai peur qu'elle vienne toquer à ma fenêtre en passant par ma cour. Enfin, je me fais des films dans ma tête, ouais, je suis paralysée par la peur et au bout d'un moment, elle me dit, «Je viens chez toi» et donc elle avait vécu chez moi. Elle était venue chez moi plein de fois, donc elle a mes codes de porte et je lui dis: «OK, mais je suis pas chez moi de toute façon» et là, je panique. Je me lève en pyjama, je me change même pas. Je prends un sac à dos, je prends deux trois affaires importantes, mon ordi. Je sors de chez moi le plus vite possible et là, du coup, bah, je marche dans la rue, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je suis en short de pige, enfin bref, j'ai eu trop peur et je marche sans savoir où je vais, je veux juste m'éloigner le plus possible. Je me réfugie, en fait, chez ma sœur pendant 2 jours. Je tremble tout le temps, je suis hyper inquiète, enfin, j'ai l'impression d'être en cavale, en fait et ce soir-là, bah, avec ma sœur, c'est vrai qu'on reparle du coup de cette fille, de Mélissa
et on en vient à, reparler du braquage. Entre-temps, j'avais appris avec, la directrice de l'entreprise, donc qui tient, tous les magasins en France de cette, franchise, que c'était le premier braquage, de toute l'histoire de la boutique. Et avec ma sœur quand même, on en parle beaucoup et on se dit, «C'est quand même dingue, il y a jamais eu aucun braquage, dans toute l'histoire de la boutique et là, cette fille arrive et 2 semaines après, c'est le chaos, on se fait cambrioler, on se fait voler 7 000 € et on se dit quand même qu'il y a plein de trucs qui font que ce braquage est quand même louche parce que déjà, les gars qui ont débarqué, ils avaient le code de la porte, d'une porte par laquelle, seulement les employés ou les gens de l'immeuble au-dessus rentrent. Ensuite, je commence à me dire, c'est vrai qu'elle m'a demandé de fermer 5 minutes avant, qu'elle avait l'air impatiente de fermer, qu'elle se trouvait juste à côté comme par hasard en train de passer de la serpillière à côté de la porte au moment où ils ont toqué. Comme par hasard, c'est elle qui s'est pris le couteau sous la gorge, moi, ils m'ont pas touchée. C'est vrai qu'elle était vachement étendue après. En fait, le puzzle se met en place dans ma tête. Avec ma sœur, on se dit que c'est quasiment sûr que c'est elle qui a fait le coup. Et en même temps, je me dis, c'est fou si c'est elle, mais c'est carrément possible et à ce moment-là, je me dis: «Je connais même pas cette fille, en fait. Je sais pas sur qui je suis tombée du tout, clairement. Ça m'étonnerait même pas, en fait». Je reste 2 jours chez ma sœur et Mélissa me harcèle de messages. Elle m'appelle en numéro masqué, une vingtaine de fois en 2 heures. Enfin, pendant ce week-end, j'en profite pour aller, au commissariat pour déposer une main courante. Comme ça, les flics sont au courant de cette histoire et si jamais il se passe quelque chose, si jamais elle vient rôder ou qu'elle fait quelque chose, qu'elle passe à l'action, bah, je les appelle et ils débarqueront plus vite. En gros, on m'a expliqué que c'était ça la main courante. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je raconte en détail, l'histoire du harcèlement, des menaces et de la tentative d'extorsion d'argent, aux policiers et j'en profite pour glisser qu'il y a eu un braquage dans la boutique où je travaillais avec elle, il y a quelques mois de ça et que je pense aujourd'hui que c'est elle. Ils me disent: «Bah, écoutez, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est pas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est pas sur quoi on va se concentrer, donc ça on met de côté». J'avais hâte à voir le policier pour qu'il me dise un peu la marche à suivre, pour qu'il me donne des conseils et en fait, il me dit que clairement, il y a pas d'autre solution que l'affronter. Il me dit: «Bon écoutez, en tout cas sur les réseaux, votre téléphone, vous la bloquez de partout, vous répondez plus à ses messages», ce que je fais immédiatement. Mais il me dit par contre, la seule solution à ce genre de problème, la seule façon, d'y mettre un terme, c'est de l'affronter un jour ou l'autre, quoi. Vous pouvez pas fuir éternellement et il me dit, «Vous pouvez pas vivre dans la peur, ça marche ce qu'elle fait, c'est tout ce qu'elle veut, vous faire peur et ça marche et faut pas lui montrer que vous avez peur, il faut pas marcher dans son jeu et il faut pas, vivre terrifié comme ça, quoi». Il me dit: «Vous êtes marrant, si elle vient toquer à ma porte, ou que son mec, qui a une racaille comme elle m'attend en bas de mon immeuble, parce que son mec, il habite à 2 rues de chez moi». Je commence à m'imaginer des trucs de fou. Je me dis: «Si elle a été capable de demander à 2 mecs de venir braquer une boutique, qu'est-ce qu'elle peut me faire?» Je commence à être, vraiment, perturbée et bouleversée par cette histoire. Je décide d'appeler mon ex-responsable pour, lui parler de mes doutes quant au braquage, parce que je suis sous le choc, je suis bouleversée. Je me dis: «Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé?» et j'ai besoin de lui en parler et de voir si elle sait des choses, quoi. Du coup, je l'appelle et je lui demande, «Je voulais savoir si vous aviez du nouveau, par rapport à l'affaire du braquage» et elle me dit: Non». Elle me dit: «Pourquoi vous avez des idées? Vous voulez me parler de quelque chose?» et là je lui dis le nom de Mélissa et direct elle me dit, «Ah oui, c'est elle, je pense». Et là je me dis: «OK, d'accord, c'est pas du tout dans ma tête» et du coup, en fait, elle me raconte à ce moment-là que, elle est quasiment sûre que c'est elle, mais qu'elle n'a aucune preuve, en tout cas pas assez pour «l'accuser» entre guillemets, pour la suspecter et c'est vrai que je me suis rappelée, de cet entretien avec le policier, de mon témoignage et je me rappelle qu'il m'a posé des questions, bah, clairement, visée par rapport à ma collègue en me disant, quelles étaient ses réactions, comment elle s'est comportée, après elle était comment et cetera et je m'étais dit: «Ah ouais, il la suspecte». Mais moi dans ma tête, je me disais: «C'est impossible, enfin, qu'est-ce qu'il raconte?» et là du coup, elle me dit, mon ex-responsable, que quand elle a parlé de, Mélissa au policier, elle a dit son nom, elle se souvenait plus de son nom de famille et seulement son prénom. Ils lui ont montré une photo, ils lui ont demandé: «Est-ce que c'est elle?» Elle a fait: «Oui». Ils ont dit: «Ah bah, elle est bien connue de nos services». Je tombe des nues parce que c'est la confirmation que, bah, que j'ai raison, que c'est sûrement à 99 ce qui s'est passé, sinon c'est des énormes coïncidences. Vraiment, je tombe de 10 étages parce que je me dis, avec qui j'ai copiné quoi pendant tout ce temps?
J'ai aucune idée d'à qui j'avais affaire. La fille, elle est connue des flics, je ne sais pour quelle raison. Elle m'a mis dans un braquage sans soucier de ce que ça pouvait me faire, en étant mon amie, parce que je pense que tu es sincère en plus, c'est ça le pire. Et je me dis: «À quel genre de fille j'ai affaire, quoi?» J'ai très envie de l'entuber, de lui faire payer tout ça et d'aller au commissariat, pour, dire ce que je pense, pour émettre mes doutes. Finalement, je me dis, «Est-ce que j'ai envie de m'attirer encore plus de problèmes?» Comme par hasard, si elle se fait, interpeller, par les policiers après, que je modifie mon témoignage, alors que ça fait des mois cette histoire et qu'on vient juste d'avoir un énorme conflit, je suis grillée, donc je veux pas, qu'elle s'en prenne à moi. Donc je me dis: «Je vais passer avant, tant pis, ça, au pire, je verrai plus tard si, quand tout ça sera tassé, mais là, j'ai pas envie de m'embêter avec plus de problèmes, quoi». Comme j'ai bloqué Mélissa de partout et qu'elle a plus aucun moyen de me joindre, elle contacte mon meilleur ami, qu'elle connaît un peu, avec qui elle a déjà pris des apéros et lui, il réagit vachement intelligemment. Il décide de lui parler très calmement, le plus calmement possible et bizarrement, elle est pas trop énervée avec lui. Bon, elle lui sort quand même des, «Tu pote la voleuse, je veux mon argent, dis-lui de me faire un virement». Et avec mon ami, donc on est ensemble qu'au moment où il lui répond, on décide de faire croire à Mélissa que, j'ai quitté Paris, que je déménage, que je vais plus que revenir que, 1 jour ou 2 le mois d'après pour, faire mes cartons et rentrer à Brest, mais que vraiment je déménage, quoi. Donc elle jubile, elle dit: «Ah», elle a peur, elle s'en va, machin, voilà. Et après, je dis à mon ami: «Tu la bloques». C'est prévu en fait que j'aille, chez de la famille dans l'est. Je rentre chez moi en express, escortée par mon meilleur ami parce que j'avais trop peur de rentrer chez moi toute seule. Je pouvais plus sortir chez moi, j'avais trop peur. Du coup, je fais ma valise en 15 minutes chrono et on remarque avec mon ami que j'ai plus de paillasson. Et je me dis: «Elle est venue chez moi pendant que j'étais pas là. Elle est vraiment venue, elle m'a volé mon paillasson pour me faire comprendre qu'elle a mes codes de porte, qu'elle revient quand elle veut et qu'elle a accès à mon appart, quoi». Donc là, j'arrive, du coup chez mes cousines dans l'est et je passe une semaine mais de décompression, enfin de récupération. Tous les jours, je me réveille tard et tous les jours, je dors pendant des heures parce que je pense, la retombée du stress et voilà, enfin je souffle en fait après tout ce stress et vraiment là, je me sens en sécurité, je me sens beaucoup mieux. Je suis avec ma famille qui m'écoute, qui me conseille, je leur parle de toute cette histoire. Elles émettent l'idée de déménager, avec elles, enfin chez elles, en tout cas dans leur ville et de m'héberger tant qu'il faudra. J'aimais beaucoup, ma vie à Paris depuis 1 an et là je me dis: «Je tout me dégoûte», enfin ça entache complètement l'image que j'ai de la ville. Donc je me dis que je veux déménager et je commence à y penser encore et encore. Quand je rentre à Paris après ma semaine, chez mes cousines, je remarque que mon nom n'est plus sur la boîte aux lettres. Il a été arraché, il y a plus de nom. Là je bug, je reste devant, je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Du coup, je contacte mon meilleur ami en me disant: «Bah, peut-être que pour que notre histoire de déménagement ait l'air réelle, il a carrément enlevé mon nom de la boîte pour que si elle revient, elle se dise: "Elle est plus là"». Et du coup, quand je vois mon meilleur ami, je lui dis: «Tu enlevé mon nom de la boîte aux lettres?» Il me fait: «Non, pas du tout». Et là, je me dis: «OK, elle est venue, elle a peut-être là en même temps que le paillasson, je sais pas. Elle a enlevé mon nom de la boîte aux lettres, enfin, elle m'a délogée la fille, quoi». Est-ce que c'est une stratégie pour voir si je le remets? Est-ce qu'elle veut venir vérifier si j'habite toujours ici ou si c'est un mensonge? Quelques jours après être revenue sur Paris, je vais, dans la librairie dans laquelle je devais travailler et je leur dis: «Bah, écoutez, il s'est passé quelque chose de très imprévu dans ma vie, je vais devoir, quitter Paris et rentrer, dans ma ville d'origine». Je suis pas encore sûre, mais je me dis: «Je me laisse le temps de voir». Je reste 1 mois, sans chercher de travail ou sans voilà, juste le temps de voir si je peux encore me sentir bien à Paris. Donc les semaines passent et bah, au final, je réussis à me sentir mieux. J'ai plus aucune nouvelle de Mélissa, donc je me sens de nouveau chez moi. J'ai l'impression d'être à nouveau, bien chez moi et en sécurité. Donc finalement, je décide de rester à Paris. Au bout d'1 mois, je réussis à retrouver un travail. La vie reprend son cours, je prends soin de moi, je récupère après cette histoire, mes amis sont là, tout se passe beaucoup mieux. Un matin, je reçois des appels manqués, en numéro masqué et là je me dis: «Oh non, elle revient». Du coup, je réponds pas bien sûr parce que depuis ça, tous les appels en numéro masqué, je réponds pas et au bout d'un moment, on me laisse un message vocal, donc j'écoute et en fait, c'est le commissariat qui avait traité cette affaire de braquage qui me rappelle en me disant, «On a besoin que vous veniez, poste, c'est urgent». Du coup, je m'y rends donc le lendemain matin comme prévu et j'apprends que Mélissa a été, arrêtée et mise en garde à vue.
Il m'explique que des communications, en fait, ont été tracées entre elle et un des braqueurs, des SMS, des appels, le jour du braquage et après. Ils l'ont arrêtée un matin, ils ont toqué à sa porte, elle a pas ouvert, ils ont défoncé sa porte, ils ont trouvé des dizaines de téléphones portables chez elle. Donc ils m'ont montré le sac, une dizaine de téléphones portables, je me suis dit: «Oh waouh, OK». Vraiment sur qui je suis tombée, quoi. On me propose d'avoir une confrontation avec elle. On me demande si je veux la voir, lui parler et je refuse catégoriquement parce que je veux plus la voir, parce qu'elle m'a traumatisée, je veux plus jamais voir cette personne, quoi. Donc je leur dis non. En plus, je leur raconte mon histoire de harcèlement du coup, ma main courante que j'avais déposée dans un autre commissariat. Donc ils comprennent bien que, je suis plus du tout amie avec elle, que je veux plus la voir et je pense qu'ils comprennent là aussi que je j'étais pas du tout impliquée dedans parce qu'ils me disent quand même à un moment donné, «Pour être honnête, on avait des doutes sur vous». Ils se sont dit que peut-être j'étais liée à ça ou qu'elle m'avait mis dans la confidence ou quelque chose quoi, que j'étais complice. Du coup, j'en profite pour apporter plein d'éléments en plus, sur cette histoire, plein d'éléments, dont je me suis souvenue après coup, donc cet été quand j'ai fait le lien entre tout ça. Mon témoignage veut bien leur servir parce que j'ai plein d'éléments qui sont assez accablants. Par exemple, le fait qu'elle ait demandé à fermer 5 minutes plus tôt, chose que je n'avais pas dite parce que j'avais même pas fait gaffe, parce que c'était son importance pour moi la première fois où j'avais témoigné. Je suis contente de la savoir en garde à vue. Je me dis qu'elle a bien ce qu'elle mérite et surtout je me dis: «Elle est hors d'état de nuire, elle va plus m'embêter». Donc là, je suis la plus heureuse. Récemment, j'ai eu un courrier donc du tribunal de Paris me proposant de me porter à partie civile si je voulais dans cette affaire. J'ai refusé parce que j'avais tout simplement pas envie de me remettre là-dedans. Je voulais pas qu'elle ait des nouvelles de moi, en fait. Je préfère qu'elle imagine que je suis loin, que j'ai pas retémoigné, que je veux juste qu'elle n'ait plus aucune nouvelle de moi et qu'elle sache pas que je m'en suis mêlée. D'ailleurs, j'ai bien insisté auprès des flics pour pas qu'ils lui disent, pour pas qu'ils la mettent au courant de mon nouveau témoignage. Ce courrier m'informe du coup que Mélissa est en détention provisoire. Aujourd'hui, je sais pas où elle en est, je sais pas s'il y a eu encore un verdict ou pas. En tout cas, je suis toujours dans mon appartement. Finalement, j'ai pas bougé de Paris et je le regrette pas parce que, finalement, en fait, il fallait juste attendre que ça se tasse et maintenant, j'ai un nouveau travail qui me plaît, je m'entends bien avec mes collègues et bon, c'est vrai que je me méfie beaucoup plus quand je rencontre des gens. Je reste sur mes gardes parce que cette expérience m'a vaccinée. Vous venez d'écouter Transfert épisode 229, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation, Victor Banamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.